Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Vous pouvez témoigner au 09 79 35 29 60. 09 79 35 29 60. Aujourd'hui, nous allons parler de la vaccination obligatoire avec Philippe Alexandre Gendroc. Philippe Alexandre Gendroc, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors vous avez écrit plusieurs ouvrages, Pandora, Pandora 2, la Bible du vivre ou laisser mourir, la vérité vous affranchira, ne soyez plus dupes. Ce sont des livres que l'on peut se procurer sur Amazon, je crois. Oui, absolument, essentiellement. Et bientôt, les gens intéressés pourront acquérir Vaccins, secrets et vérité, enquête et conférences. Voilà. D'accord. Et vous pouvez nous décrire en quelques mots justement le message que vous avez essayé de faire passer dans ces 2 ouvrages, 3 ouvrages d'ailleurs. Bien sûr. Bon, déjà, je vais me présenter. Je suis universitaire de formation. Je suis écrivain, entre autres, et donc j'ai une formation de chercheur. Et après plusieurs années de recherche personnelle, je me suis lancé dans une croisade qui est celle d'expliquer et d'essayer de comprendre pourquoi les gens sont malades, à cause de quoi, et comment est-ce qu'on peut remédier à ces maux. Et j'ai dressé Pandora, qui est un ouvrage d'à peu près 1000 pages en 2 volumes, qui fait état justement du développement des maladies depuis le XXe siècle, parce qu'il y a eu beaucoup plus de maladies et de malades au XXe siècle qu'il n'y en a jamais eu dans l'espèce humaine, à part évidemment les épidémies bien sûr, mais c'est un ouvrage qui parle entre autres de la vaccination, du cancer, de la chimiothérapie et d'une quantité de maux dont nous sommes victimes tous aujourd'hui, et des pollutions atmosphériques également. D'accord. Alors nous vous avons invité, comme nous l'avons fait pour Sylvie Simon, Claire Sévrac, Jacqueline Bousquet, le docteur Sauveur Beaucris aussi, que nous avons reçu avec son livre La fabrique de malades, pour parler de la vaccination obligatoire. Qu'est-ce qui vous a décidé à intervenir justement, à vous intéresser à ce problème qui préoccupe un grand nombre de parents sur ces 11 vaccins obligatoires en France? Alors, ça remonte assez loin. Ça remonte en fait à des vaccinations que j'ai moi-même reçues, d'une part, et des vaccinations que des pédiatres ont fait à notre enfant sans nous demander notre avis. Ouais. Et nous avons pu observer une modification de comportement. À l'époque, j'étais plutôt intéressé par d'autres sujets, donc comme j'écoutais ce que disaient les autorités, les vaccins, ça marche à 100% et c'est inoffensif, eh bien j'ai fait comme tout le monde, j'y ai cru. Ouais. Et à force de chercher, de comprendre, de me demander... En fait, c'est venu aussi après une opération du dos où j'ai eu un effacement complet de ma mémoire. Ah oui. J'ai pas compris. Et j'ai été voir une amie médecin en lui disant « Mais est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'après une opération, une anesthésie, est-ce que mon disque dur peut s'effacer complètement ?» Et là, je me suis posé des questions très importantes à propos de l'incidence qu'avait la médecine allopathique sur notre santé. Donc, ce qui est santé, et j'ai découvert que ce qui était censé guérir, soigner, et donc à partir de là, j'ai commencé à faire des enquêtes. J'ai surtout travaillé sur les États-Unis. Il y a un très très grand engagement de grandes associations puissantes contre les lobbies pharmaceutiques, et les informations ne disparaissent pas comme par enchantement une fois qu'elles sont publiées. Et on peut les trouver là-bas, et on les trouve pas ici, étrangement. Alors, est-ce que votre mémoire est revenue ? Alors, en tous les cas, j'étais historien du cinéma et j'avais une connaissance depuis l'âge de 8 ans, 7 ans du cinéma que je connaissais absolument par cœur. J'avais la possibilité, vous me posiez une question, je vous sortais les films, les années, les chefs opérateurs, les acteurs, tout ça. Eh ben non, c'est revenu que très partiellement. D'une manière générale, est-ce que vous souffrez de perte de mémoire ? Oui, absolument. Oui. Absolument. Et à force de travailler sur les vaccins, j'ai pu mettre des noms sur des petits dysfonctionnements que j'éprouvais, par exemple. Et c'est ce qui m'a encouragé à faire ces recherches. Alors, je précise que dans mes recherches, si je ne fais que nommer des références,
je les cite, moi je les assemble, ensuite je fais de l'ordre un petit peu dans tout ça, parce que si on met la recherche scientifique telle qu'elle est, elle est illisible. Moi, mon travail, c'est de faire de la vulgarisation scientifique, mais je n'utilise que des références factuelles. Je ne fais pas comme les laboratoires qui nous annoncent avec beaucoup d'assurance les vaccins, ça marche à 100%, sans nous en donner aucune preuve. Alors, vous parliez de perte de mémoire à l'instant. Selon vous, quel danger représente la vaccination d'une manière générale ? Quelle est votre approche personnelle ? Alors, si on se plonge dans l'histoire de la vaccination, qui commence officiellement, on va dire, parce que déjà au XVIIe siècle, on vaccinait, et puis même avant, les peuplades indiennes en Amérique se vaccinaient elles-mêmes et ne tombaient pas malades. Pas particulièrement, enfin du moins développaient l'immunité nécessaire. Le problème de la vaccination, si vous voulez, c'est qu'on nous vaccine contre des virus. Et là, tout le monde est d'accord. Ouais. Mais dans le vaccin, il y a des virus. Mais le virus, normalement, quand on l'attrape quand on le respire ou quand on le boit. Ou on ne l'attrape pas en intramusculaire. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, on attrape un virus. On n'attrape pas 7, 8 ou 12 virus en même temps. Ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est déjà très très dur pour le système immunitaire. Et ajouter à cela une quantité de produits extrêmement toxiques, ce qu'on appelle des neurotoxiques, comme le mercure. Alors, le mercure a pris beaucoup de noms dans l'industrie pharmaceutique, comme le Merasol ou le Thimerasol, qui fait que les médecins ne savaient même pas que c'était du mercure. Et c'est du mercure, qui est dosé à peu près à 50%. De l'hydroxyde d'aluminium, qui est un neurotoxique également, du formaldéhyde, qui sert à embaumer les morts, plus j'ai la liste dans Pandora. Non, mais c'est effrayant, ça. Ah, mais c'est à faire peur. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je décidais d'utiliser tous ces éléments toxiques, plus les virus, que je mettrais dans une pâte chocolatée qui est faite à base d'huile de palme, qui détruit la forêt de Sumatra, par exemple. Les exploitants détruisent la forêt de Sumatra, c'est un autre problème. Mais si je mélangeais toute cette espèce de sauce qu'on met dans les vaccins sur une tartine que je donne à mon enfant à 4 heures pour le goûter, on dirait que je suis un empoisonneur. Oui. Mais pas dans les vaccins. D'autre part, je vais vous donner un exemple qui est tout à fait représentatif de ce que c'est qu'un vaccin, enfin des vaccins, parce que dans une ampoule de vaccin, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Si par accident, je dis bien si par accident, vous laissez tomber cette ampoule de vaccin et qu'elle explose dans votre cuisine, dans un bureau, n'importe où, vous êtes obligé de quitter la pièce, de la fermer, d'appeler les autorités sanitaires qui viennent en combinaison pour aseptiser la pièce pour ne pas que les virus se répandent. C'est incroyable, ça. Et il faut savoir qu'une fois qu'on a vacciné, eh bien, ces seringues sont mises dans des containers spécifiques. Vous ne pouvez pas les jeter dans l'évier ou dans les toilettes. Par exemple, s'il y en a qui ont la mauvaise idée de jeter leur vaccin dans les toilettes, eh bien, ces virus vont se répandre dans les toilettes et dans le circuit. Je ne dis pas que l'eau des toilettes, vous la buvez, c'est pas ça. Et elle va être recyclée avec ces virus. Oui, effectivement. Mais comment peut-on expliquer que les laboratoires emploient de tels produits, si on sait que c'est dangereux, mais comment on peut l'expliquer, c'est ça? Alors, scientifiquement, on va expliquer pourquoi il y a du mercure et pourquoi il y a de l'aluminium. Il semblerait, d'après les laboratoires, que l'utilisation du mercure et de l'aluminium permet de stocker les virus dans le corps. Le seul problème, c'est que l'aluminium que vous ingérez, par exemple, eh bien, vous l'évacuez par les voies naturelles. Mais l'aluminium qu'on vous fait en intramusculaire est un aluminium qui va se promener dans le corps et qui va se loger dans le cerveau. Et une fois qu'il est dans le cerveau, on ne peut plus l'y déloger, et là, il va participer au développement des maladies neurodégénératives, de la myofascite à macrophage, et d'une quantité de pathologies qui ne naissent pas naturellement, mais qui sont des maladies neurotoxiques, induites par ces produits-là. Donc c'est pourquoi on les utilise. Pour essayer de rassurer les auditeurs, est-ce que vraiment on ne peut pas éliminer, on entendait parler du silicium G5, etc. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à éliminer quand même cet aluminium qui va se loger dans le cerveau ? Alors, il n'y a pas une solution ? Je l'ai mis dans mon bouquin Vaccins et secrets et vérité. Il y a un médecin qui recommande d'utiliser de l'homéopathie pour préparer le corps à l'élimination des métaux lourds. Alors, il y a des méthodes, il y a effectivement des naturopathes, pédiatres, qui
parviennent, si vous voulez, à retirer une partie de ces métaux lourds et de retirer une partie de ces toxicités. Mais il faut que ça soit fait immédiatement. Oui. Parce que si vous laissez le mal s'installer, et après, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. Mais ça dépend. Parce que là aussi, c'est très pervers. Si je vous fais un vaccin, vous aurez mal à la tête, vous aurez peut-être une envie de vomir, vous aurez une réaction, vous ne serez pas très bien. Il y aura une réaction pendant plusieurs jours. Un vaccin, on va dire, ça passe encore. Oui. Mais si je vous en fais 11... Voilà, oui, je comprends. D'un seul coup. Ouais. Alors j'ai l'exemple d'un médecin biologiste, chercheur américain, une pointure, hein. Oui. Vraiment quelqu'un de très très important, qui avait un fils. Ils étaient très très heureux en mariage et en famille. Et cet enfant s'est très très bien développé jusqu'à l'âge de 15 mois. Et à l'âge de 15 mois, il a eu sa dernière série de vaccins infantiles. C'était il y a 18 ans. Oui. Dès qu'il a eu cette dernière série, il y a eu une régression mentale et l'enfant est devenu autiste. Donc le médecin qui l'interviewe lui pose la question de savoir est-ce que vous êtes persuadé qu'il y a un lien entre la vaccination et l'autisme. Et ce scientifique qui a travaillé dans la dépollution des espaces naturels et qui est un grand spécialiste justement de dépollution, déclare absolument, je suis absolument positif de mercure qu'il y a eu dans les vaccins qui a provoqué l'autisme de mon enfant. Et effectivement, il avait calculé les taux qui avaient été injectés avec toutes ces vaccinations. Mais il faut dire que les enfants américains sont bien plus vaccinés que les enfants français. Ça, il faut le signaler. Oui. Eh bien, le taux de mercure qu'on avait injecté à son enfant au niveau du ratio poids était l'équivalent toléré par le Food and Drug Administration, donc le FDA, pour un homme de 225 kilos, alors que son enfant n'en faisait que 3,8 kg. Oui, en effet. En effet. Alors, les vétérinaires, quand ils vaccinent, par exemple, ils vaccinent par rapport au poids. Oui. Mais alors, chez les humains, on ne mesure pas le poids, ce qui n'est absolument pas cohérent. Alors, je suppose que si on n'est pas d'accord pour vacciner justement ses enfants, on ne doit pas être d'accord pour vacciner son chien ou son chat. Hein. C'est exactement la même chose. Et actuellement, il y a un vétérinaire aux États-Unis qui a témoigné en déclarant qu'il ne voulait plus vacciner les chiens parce que, alors évidemment, je vais m'attirer les foudres, mais enfin, c'est disponible sur YouTube. Oui. C'est un film sur un jugement. Donc, le vétérinaire explique que, par exemple, le vaccin contre la rage, une immunité suffit pour toute la vie et qu'il en a assez de vacciner les chiens qui meurent d'un choc anaphylactique juste après le vaccin. Et que les données des laboratoires sont fausses par rapport aux données scientifiques que lui possède, par expérience. Et il faut savoir que la profession des vétérinaires aux États-Unis a 4 fois plus de suicides que n'importe quelle autre profession. En effet. Êtes-vous du même avis que Sylvie Simon, à savoir que les vaccins endommageaient le système immunitaire des enfants vaccinés trop tôt et contre les maladies infantiles qui étaient là justement pour former le système immunitaire de ces enfants ? Alors oui, absolument. Si vous voulez, je me mets sur cette lignée, mais je peux en apporter la preuve. Par exemple, le vaccin contre la grippe, qui n'est pas du tout un vaccin nécessaire, mais qui nous est vendu comme absolu et nécessaire, est un vaccin qui, en Angleterre en 2016, a causé 110 000 épisodes de crise d'épilepsie chez les enfants. Vous les avez eu où, ces chiffres ? C'est des chiffres qu'on n'entend jamais parler. Hein. C'est dans mes recherches, bien sûr. Oui. Je cite toujours mes références. Oui. Donc, vous savez, on a un outil qui est extraordinaire, qui est Internet, qui est un outil international et qui nous permet d'accéder à des informations scientifiques publiées par des scientifiques avec des chiffres. Et même l'OMS publie ce type de chiffres. Et je pourrais vous parler justement de la vaccination de la rougeole et des avis contraires de l'OMS déjà en 1950. Alors, l'OMS publie ces chiffres et en même temps continue à vouloir vacciner. Oui, parce que... je vais vous donner une information, mais qui concerne les États-Unis, mais qui concerne certainement la France également. Mais moi, je n'en parle pas. Moi, je me concentre sur les États-Unis. Pourquoi ? Parce que j'ai des références solides. Et souvent, les gens se disent « Oui, ils parlent des États-Unis, c'est pas la France ». Bon, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je suis un chercheur, je donne des informations. Voilà. Alors, aux États-Unis, il y a le Centre de contrôle des maladies, qui s'appelle le CDC. Le Centre de contrôle des maladies, c'est le centre qui est censé, justement, contrôler les vaccins et les valider. Eh bien, ce biologiste dont je vous parlais, qui a eu son fils autiste, a fait la découverte, la sordide découverte, qu'en fait, le CDC achète pour 4,6 milliards de vaccins aux laboratoires pharmaceutiques et les revend au gouvernement qui va les dispatcher dans les hôpitaux, chez les médecins et autres. Donc,
évidemment, si le CDC découvre qu'il y a du mercure qui est toxique pour le cerveau des enfants et même des adultes, parce qu'il faut savoir que le vaccin contre la grippe, il est très chargé en mercure. Il a une dose déclarée létale. Eh bien, il perd de l'argent, il ne se fera pas rembourser par le gouvernement. Donc, c'est dans son intérêt d'arranger les publications scientifiques à son avantage. Parce que, si vous voulez, les enjeux économiques sont considérables. Votre avis nous intéresse, 09 79 35 29 60, 24 heures sur 24. Vous pouvez déposer vos messages, vos annonces, vos réflexions. On marque une pause, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coût d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. C'est votre avis nous intéresse sur les vaccins aujourd'hui. C'est le sujet. Alors je suppose que vous avez rencontré évidemment des médecins, vous avez enquêté auprès d'eux. Que vous ont-ils dit à propos de la vaccination d'une manière générale ? Alors les médecins sont très partagés et je voudrais quand même dire une chose qui est très importante. Je ne crois pas, personnellement, que les médecins vaccinent pour handicaper les enfants. Je ne crois pas. Ils ont signé ce serment d'Hippocrate, qui est bien celui de déclarer de ne pas nuire. Donc, je ne crois pas que sciemment, ces médecins vaccinent les enfants, tout en sachant que les vaccins peuvent provoquer des maladies neurodégénératives très graves et qui peuvent mener à l'autisme. Je n'y crois pas. En revanche, ce que je crois, et c'est la vérité et c'est factuel, c'est que les laboratoires qui envoient leurs agents dans les officines médicales ne donnent que 1% d'informations sur les vaccins aux médecins, en leur disant « c'est sans risque, nous vous le garantissons ». Et les médecins font confiance. Évidemment, les médecins font confiance. Pourquoi est-ce qu'un médecin ne ferait-il pas confiance à un laboratoire, en fait ? Le laboratoire, c'est le producteur, il a fait des essais, normalement, ça devrait marcher. Mais il se trouve que ça marche pas. Oui, mais avec tous les problèmes qu'on a eus depuis des nombreuses années déjà, je me souviens du problème du Mediator, enfin tout ce qui a été dénoncé, ne serait-ce qu'à la télévision. C'est pas un vaccin, le Mediator. Non, je sais que c'est pas un vaccin, mais bon, voilà, on peut se poser la question pour les vaccins, pour les médicaments, pour tout en général. Alors je peux répondre à cette question. Il faut savoir que Merck, par exemple, pour le Vioxx, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Vioxx. Oui, si. Alors le Vioxx est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Oui. Donc le Vioxx, Merck savait depuis le début de sa commercialisation qu'il allait provoquer des crises cardiaques. C'est grave. Et au bout de 60 000 victimes aux États-Unis, Merck s'est dit on va quand même arrêter les frais. Et le laboratoire a retiré le Vioxx. Il a fallu 60 000 victimes pour qu'on retire ce... Oui, parce qu'il allait y en avoir d'autres. Mais il a été prouvé, parce que Merck a été condamné sur le Vioxx, il a été prouvé que Merck savait pertinemment que le Vioxx était toxique. Et pouvait provoquer chez certaines personnes des risques de crise cardiaque. Mais évidemment, pas chez tout le monde. Oui, bien sûr. C'est pareil pour les vaccins. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Je dis, on n'explique pas pourquoi une partie de la population vaccinée va développer des maladies neurodégénératives et invalidantes et même en mourir, et pas une autre. Donc, il doit y avoir un facteur dans l'ADN qui est déterminant, ou alors, il faut développer une grammaire, si vous voulez, une grammaire ADN de chaque patient avant de le vacciner, mais ça coûterait beaucoup trop cher, et comme l'État ne veut pas financer ces recherches, puisque les laboratoires n'arrêtent pas de dire que les vaccins sont sans risque, eh bien, nous nous trouvons dans un vide total. Et je vous signale qu'aux États-Unis, par exemple, puisque c'est le sujet que je connais le mieux, eh bien, les patients invalidés ou morts ne peuvent pas attaquer les laboratoires depuis l'administration Reagan, car les lobbyistes américains ont fait voter une loi comme quoi les laboratoires n'étaient pas responsables des accidents vaccinatoires. Et c'est pour ça qu'on se retourne contre l'État et que c'est insoluble. Alors justement, que dites-vous aux parents qui sont très paniqués, on les voit en ce moment, ils sont vraiment paniqués à l'idée de faire vacciner leurs enfants ? Et écoutez, moi je n'ai pas à leur dire ce qu'ils ont à faire.
j'ai à les encourager à s'informer, à lire mon livre, mes livres, parce que j'ai donné toutes les informations. Moi, je n'ai pas le droit de leur dire de ne pas vacciner ou de vacciner. En revanche, si vous me demandez si je vaccinerai mon enfant aujourd'hui, ma réponse, c'est non, catégoriquement. Les parents, franchement, sont un peu désarçonnés. Là, ils demandent des explications, ils savent plus où ils en sont. Mais c'est normal qu'ils sont désarçonnés. Je vais vous expliquer une chose qui est quand même très importante du point de vue psychologique et du point de vue du contrôle mental. On a été habitués à nous relayer et à croire que l'État disait la vérité. On nous a appris que les laboratoires pharmaceutiques étaient là pour nous aider, pour nous sauver. Alors, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, puisque les progrès de la médecine ont prouvé que cette médecine allopathique pouvait, du point de vue de la chirurgie, du point de vue de plein de domaines, être effectivement là pour nous sauver. C'est les bien ciblés. Absolument. Mais le problème des laboratoires, c'est que ce sont des industries qui font de l'argent. Donc, il faut qu'il y ait de la rentabilité. Ouais. Il me semble évident. Donc, c'est un commerce. Ah oui, mais là, un laboratoire, c'est une entreprise commerciale qui vend des produits à plus ou moins forte quantité et qui fait des bénéfices de milliards et de milliards d'euros et de dollars chaque année. Oui, la santé des gens et la vie des gens ne peut pas être commercialisée, c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que moi, en tant que citoyen, après avoir étudié les vaccins et la technique des laboratoires, je comprends les parents, mais à mon avis, les laboratoires ne devraient pas être des entreprises commerciales, ils devraient être, nationalisés et sous la surveillance de l'armée. Parce qu'il faut savoir que ces gens produisent des virus, mais en quantité astronomique. Ouais, ça fait peur, ouais. Et c'est effrayant. Et je peux vous signaler que l'Institut Pasteur, il y a encore 2 ans, il y a des virus qui ont disparu de l'Institut Pasteur. Bah oui, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'informations. Et tous les scénarios de science-fiction sont là pour nous informer justement que un savant fou, un biologiste fou crée un virus, va le lancer dans la nature et puis va contaminer la planète. Ouais, c'est inquiétant, ouais. Mais moi, j'encourage les mamans, les papas qui sont vraiment inquiets sur la santé de leurs enfants d'essayer de comprendre comment fonctionne un vaccin. Aujourd'hui, faut-il rejeter toute forme de vaccination? Ou alors, il faut une vaccination... C'est très très difficile de répondre à cette question. Parce que y a des pour et il y a des contre. En revanche, moi je poserais une autre question. Je dirais, pourquoi les grands de ce monde sont vaccinés avec des vaccins qui sont dénués de mercure et d'aluminium? Ah oui. Oui, comme par hasard. Ah bon? Vous n'avez jamais vu un autiste à la cour d'Angleterre, à la cour du Danemark. On n'a jamais vu le parent d'un enfant autiste au gouvernement. Comme par hasard, tous ces gens-là, ils sont en pleine forme. Parce qu'on sait qu'il y a des souches spéciales qui sont réservées pour ces gens-là. Alors évidemment, on va dire oui, il faut des preuves. Écoutez, ça circule, des scientifiques en ont fait état. Des preuves factuelles, ce n'est pas toujours le cas, mais je peux vous garantir également qu'aucun laboratoire n'a jamais fourni la preuve la preuve factuelle que les vaccins fonctionnent. Oui, alors ça, c'est ce que disait Sylvie Simon. Ben oui, parce qu'il n'y a jamais eu d'études là-dessus. Je vais vous donner un exemple sur le garde d'asile. C'est très simple. Le garde d'asile a été validé par le FDA 15 mois après avoir commencé les premiers essais. Normalement, il faut 4 ans. C'est parce que Merck a approché justement les autorités sanitaires américaines en disant on a un vaccin super, génial, qui va protéger les femmes contre le papillomavirus et contre le cancer du col de l'utérus. Eh bien, j'ai répertorié des scientifiques, mais vraiment des scientifiques, médecins, chercheurs, qui travaillent sur le sujet et qui disent que c'est absolument faux, on n'a aucune garantie, on n'a aucune certitude que l'information des laboratoires sur le garde d'asile soit vraie. On n'a pas assez de recul. Et comment se fait-il que normalement un vaccin qui doit être testé pendant 4 ans sort comme ça sur le marché 15 mois après, et après on a arrêté tous les essais cliniques. Alors comment se fait-il que la vaccination est obligatoire en France et dans la plupart des autres pays européens, elle ne l'est pas? Alors, j'ai eu une discussion avec un pseudo-scientifique il y a quelques jours, où on lui avait dit, mais en Suède, le gouvernement suédois, le Parlement suédois, a déclaré crime de vacciner de force des citoyens. Il a dit tant mieux pour eux, soi-disant scientifique, je vous dis bien. Or, les Suédois agissent
par rapport à ce qui s'est passé en 45-46 avec le procès de Nuremberg sur les expériences des nazis sur des citoyens. Alors, c'était les juifs, les tziganes, les polonais, les homosexuels, tout ça. Ils ont fait que des expériences scientifiques et il a été déclaré qu'on ne pouvait pas, depuis 1946, on n'avait pas le droit d'injecter quel que soit le produit, médicament ou autre, sans avoir informé des risques sanitaires, sans avoir informé des dangers et en laissant le patient libre de déterminer si lui, oui ou non, eh bien, il acceptait d'être soumis à cette pratique de vaccination ou de médicaments ou autre. Ça, c'est un crime, c'est noté, c'est d'ailleurs aussi contre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc nous sommes quelque part hors la loi si nous voulons forcer les gens à se faire soigner d'une certaine manière. Les gens sont libres de choisir. Et je vous poserai juste une question. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu un pédiatre qui, avant de vacciner, dit à la maman ou au papa tous les risques qui sont consécutifs à la vaccination qu'il va faire? Je suppose que non. Non, moi non plus. J'ai jamais entendu un médecin qui m'a énuméré, alors que c'est son obligation de conseil. C'est comme un notaire. Quand vous allez chez le notaire ou un avocat, il a une obligation de conseil pour vous dire, voilà, on va conclure ce contrat, mais il y a ça, ça et ça. Ah d'accord, merci de me prévenir. Eh bien, normalement, les médecins, ils ont cette obligation de conseil, mais comment voulez-vous qu'ils la donnent avec 1% des données sur la vaccination? Bien entendu. Ils ne peuvent pas. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter de plus sur cette vaccination, entre guillemets, obligatoire ici en France? Je signale qu'actuellement, en Italie, il y a un véritable soulèvement populaire de la population contre ces vaccinations obligatoires. Et je suis très étonné en tant que citoyen et amoureux de la démocratie, je suis très étonné que le gouvernement Macron, qui n'a jamais parlé des vaccinations durant sa campagne, vote cette loi tout de suite une fois qu'il a la majorité. D'accord. Alors de toute façon, on a l'impression que les gens bougent énormément sur les réseaux sociaux. J'ai encore des gens qui m'ont appelé tout à l'heure, qui voudraient intervenir, mais bon, affaire à suivre, comme on dit, hein. Oui, il faut intervenir. Et d'ailleurs, je recommande à tous vos auditeurs de lire un petit livre qui a été réalisé par des chercheurs et des médecins suisses qui s'appelle « Qui aime bien vaccine peu » et qui explique l'utilisation de tous les vaccins aujourd'hui dans nos contrées. Parce que souvent, on va entendre cet argument « Oui, c'est grâce au vaccin » et ça, c'est ce qui me désole. C'est d'entendre même la ministre de la Santé qui est médecin qui déclare « C'est grâce au vaccin que les épidémies ont reculé ». Or, tous les chercheurs et même les historiens de la vaccination et de la médecine savent que c'est absolument faux. C'est à cause de l'hygiène, c'est ça? C'est à cause des progrès de l'hygiène, c'est à cause de l'eau, parce que l'eau, on peut la boire de meilleure qualité. Souvenez-vous que les Romains buvaient essentiellement du vin, c'était pas par hasard, parce que leurs eaux n'étaient pas de très bonne qualité. C'est pas par hasard non plus qu'on utilisait des pichets en terre cuite pour filtrer, encore une fois, l'eau, ou qu'on mettait une pièce en argent dans l'eau pour la désinfecter. Donc, les progrès, justement, de l'hygiène, je peux vous donner un exemple, mais alors historique, tout à fait banal. Pourquoi les Templiers, par exemple, étaient les chevaliers qui vivaient le plus longtemps? C'est pas vous allez nous le dire. Eh bien, c'est très intéressant. Les Templiers étaient des hommes qui avaient une pratique d'hygiène absolument drastique. C'est-à-dire, on se lavait les mains avant de manger, on mettait une nappe propre avant de manger, tout était nettoyé, tout était impeccable. C'était du monsieur propre avant l'âge. Et après manger, on se lavait les mains. Quand on allait, avant d'aller à la selle, on se lavait les mains. Après, on se lavait les mains. Donc, ces gens-là n'ont pas développé de maladie parce qu'ils ont développé une hygiène impeccable. Et c'est la même chose pour les épidémies. Les épidémies se développent essentiellement dans des milieux sales où les gens sont sous-alimentés, ont une mauvaise hygiène et ont des déficiences immunitaires très importantes. Est-ce que vous donnez des conférences? Sur Internet, oui. D'accord. Et comment réagissent les personnes qui écoutent ces conférences? Écoutez, comme j'ai bloqué les commentaires à cause des personnes très désagréables qui sont insultantes immédiatement, donc je ne sais pas, mais j'ai une page Facebook
sur laquelle j'ai des gens qui me font des commentaires bienveillants, qui s'interrogent, qui posent des questions auxquelles je donne des réponses. Vous avez des projets ? Je continue mes livres, mes recherches. Pour terminer, vous auriez un message à adresser aux auditeurs ? Oui, un tout petit message qui est très simple. Informez-vous, s'il vous plaît, auprès des personnes qui savent. Ne suivez pas bêtement, par exemple, autant je critique les gens qui ne savent rien et qui nous attaquent en disant oui, la vaccination, ça sauve des gens, ce qui n'est pas vrai, parce que j'ai toutes les preuves qui prouvent que c'est pas vrai. Mais je reprocherai exactement la même chose à ceux qui sont contre la vaccination, mais qui ne savent pas pourquoi. Parce que s'ils sont amenés devant un tribunal et s'ils ne savent pas pourquoi ils sont là, simplement parce qu'ils disent « je suis contre la vaccination », ils risquent beaucoup. Donc, je demande à ces parents qui s'inquiètent de s'informer et de lire des livres. Et il y a beaucoup de livres sur la vaccination qui sont écrits par des médecins, qui sont écrits par des biologistes, par ces médecins donc, qui aiment bien vacciner peu, ou par moi. Je ne suis pas un médecin, je suis simplement un chercheur. Donc voilà, donc on donne des informations. Maintenant, chacun est libre d'en profiter librement et de se faire son idée soi-même. Alors vous avez une page Facebook, vous avez aussi un site internet ? Non, j'ai pas de site internet. J'ai qu'une page Facebook, mais ça ne saurait tarder. Philippe-Alexandre Gendroc, merci d'avoir partagé ce moment avec nous et bon courage pour la suite et puis vous nous tenez au courant. Oui, mais je vous remercie de m'avoir reçu et j'espère que ce témoignage pourra aider ses parents à prendre une bonne décision. Merci, à bientôt. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.